Lundi matin, courage à tous, nous sommes le 30 janvier, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée, vous êtes sur le plateau de la matinale et il est temps en 26 minutes de faire le tour de l'actu 100% Vendée, donc de ce début de semaine. Nous parlons de quoi aujourd'hui ? Eh bien, nous parlons notamment du marché de l'immobilier vendéen. C'est la saison des salons de l'habitat, l'occasion de faire le point sur l'état du marché de la construction. Combien pouvez-vous mettre dans un nouveau logement ? Quels sont les territoires où on peut encore trouver un terrain à peu près abordable? Eh bien, nous aurons quelques éléments de réponse dès le début du journal avec Alexandre Debray qui est allé faire un tour sur le salon de l'habitat de La Roche-sur-Yon. Nous parlons de la folle journée en région aussi. C'était ce week-end et ce pour la 20e fois. Une édition anniversaire qui a permis à la musique classique d'investir de nouveau la Vendée. Nous irons du côté de Bournezeau, de Chaland et de Fontenay-le-Comte. Une belle initiative aussi à Rive-de-Lyon. Les enfants de la commune sont venus prêter main forte aux pêcheurs et aux chasseurs pour planter une haie bocagère le long d'un nouveau bras de contournement. C'est un bras qui permet aux poissons d'éviter un barrage avoisinant. Et nous allons retrouver maintenant dans un quart d'heure le journal des sports d'Alexandre Lenaour. Nous parlerons de basket, de football ou encore de rugby, des rencontres qui ont marqué la Vendée au cours des 2 derniers jours. Avant tout cela, un petit mot de météo. Alors ce n'est pas forcément très folichon aujourd'hui, je vous l'accorde. Un petit peu dur d'entamer la semaine avec un ciel pareil. Regardez, une perturbation arrive en Vendée par le nord ce matin. Quelques petites pluies sont au programme, aussi bien du côté de Montaigu-Vendée que de Chaland et de Saint-Jean-de-Mont. Partout ailleurs, des nuages et encore des nuages. Des températures négatives pour tout le quart sud-est, entre 0 et 3 degrés partout ailleurs sur le territoire. Cet après-midi, nous aurons des éclaircies dans le sud du département. Partout ailleurs, toujours ces épais nuages. À noter aussi le retour des pluies dans le nord. Quant aux températures, c'est peut-être la bonne nouvelle de la journée. Un plafond bas, peu de vent, nous aurons jusqu'à 10 degrés dans le Marais breton. On enchaîne sur le baromètre des énergies, puisque nous sommes en train de parler des températures. Et vous le voyez, tous les voyants sont au vert, aussi bien pour ce lundi 30 janvier que pour les 3 jours suivants. Pas de consommation électrique excessive au programme. Les marées de ce jour, avec une pleine mer qui est prévue en milieu de journée et une basse mer logiquement qui aura lieu en fin d'après-midi, 17h48. C'est quasiment le début de soirée, ça. La carte des marchés, Antoine, s'il te plaît, maintenant. Voilà, avec nos quelques rendez-vous du lundi matin qui s'affichent. Il n'y en a que 4 pour le moment, car j'attends vos retours. N'oubliez pas que vous pouvez faire un petit signe sur accueil@tvvendée.fr. Si vous connaissez d'autres rendez-vous avec les producteurs locaux en Vendée le lundi, n'hésitez pas à faire signe, on les ajoutera sur la carte. On souhaite une bonne fête aux Martines en ce 30 janvier, ainsi qu'aux Jacinthe, aux Cynthia ou encore aux Franklin. En ce 30 janvier, nous pouvons avoir une petite pensée pour Hans Beck, qui est un Allemand, certes, qui est mort il y a très exactement 14 ans, certes, mais Hans Beck, c'est le papa des Playmobil, et donc c'était sympathique d'en parler ce matin. Le soleil se couchera aujourd'hui en Vendée à 18h06. On passe au journal. Et nous commençons en parlant immobilier. C'est la saison des salons de l'habitat. Celui de La Roche-sur-Yon vient de refermer ses portes, un moment en général privilégié pour les futurs propriétaires. C'est là qu'ils peuvent avoir un aperçu des coûts pour faire construire ou rénover en Vendée. Les derniers chiffres font état de plus de 22 000 transactions immobilières dans le département, mais ces chiffres, ils remontent à l'année 2021-2022. Le reportage d'Alexandre Debray. Le premier rendez-vous, moi ce que je vous propose effectivement, c'est qu'on puisse se rencontrer. Et le premier rendez-vous, c'est voir la faisabilité. Les prises de rendez-vous s'enchaînent sur le salon de l'immobilier. Avec cette nouvelle année, plusieurs visiteurs veulent investir et pour ça, à chacun son budget. Dans les 300 000. 200 000 maxi. 180 000 euros. Le prix des biens reste assez haut. Ce mois-ci, comptez plus de 2 600 euros du mètre carré pour une maison et plus de 4 000 pour un appartement. Des valeurs qui ont tendance à stagner en ce début d'année. Pour la partie côte, on voit que les prix, alors le prix, nous, ne baisse pas forcément encore beaucoup. Il commence à baisser plutôt dans le bocage et dans les terres.
Sur la côte, le marché est un peu plus tendu. L'inflation sur le coût de l'énergie et la production de matériaux n'aident pas à faire baisser le marché. En 2022, Big Mat note par exemple une hausse moyenne de 18% des prix des produits, avec des disparités selon le matériau. C'était une tendance qui était déjà présente avant le début du conflit en Ukraine, mais le prix de l'énergie a eu une grosse influence sur les coûts de fabrication de la plupart des industriels liés au marché du bâtiment. Les dernières hausses des industriels ont été passées au mois de janvier. Elles sont importantes, elles sont aussi importantes que celles qu'on avait subies au cours de l'année 2022. Malgré tout, on n'a pas de perspective négative sur les mois à venir. Conscients de cette situation, les visiteurs se méfient un peu sans toutefois renoncer à leur projet. Il faut se projeter sur l'avenir et pas forcément s'arrêter à des timelines assez courtes. Oui, les taux d'intérêt augmentent, mais ils sont quand même moins chers qu'en 2009-2010 par exemple. Même constat pour les professionnels, la confiance reste la clé. On sait que l'immobilier, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et il y aura toujours des personnes qui voudront effectivement devenir propriétaires de leur maison. C'est un département qui bouge beaucoup. Donc on accueille du primo-accédant, on accueille du secondaire, on accueille des retraités, on accueille de l'investissement aussi, parce qu'il y a toujours du Pinel sur les Sables et sur Saint-Gilles, il faut le savoir. Donc il y a de la demande, il y a du terrain. En 2022, plus d'1 100 000 transactions immobilières ont eu lieu dans tout l'Hexagone. Et j'ajoute un dernier chiffre, car même si les prix ont maintenant tendance à se stabiliser un petit peu, le coût du mètre carré a augmenté de 8,5% en Vendée au cours de l'année passée. Ouvrons à présent une large page consacrée à la Folle Journée en région, un festival qui a marqué le week-end en Vendée avec des concerts organisés un petit peu partout dans le département. Un week-end prolongé d'ailleurs, puisque dès jeudi, une scène itinérante a fait étape à Bournezeau au programme de la musique baroque avec l'ensemble Masque pour un public qui n'aurait pas forcément fait le déplacement jusqu'à une salle de concert pour y assister. Une représentation gratuite, ouverte à tous à partir de 7 ans. C'est une opportunité qui nous permet de faire bénéficier à une quarantaine de personnes ce festival de musique classique. Et pour nous, petite commune rurale, c'est hyper important. À partir du moment où on a diffusé l'information, les places ont été prises très très rapidement. Les habitants n'ont pas toujours l'opportunité d'avoir ces animations près de chez eux. C'est la musique classique qui vient à eux. Alors, image ici de Bournezeau, mais les communes de Luçon et de Saint-Fulgent ont complété le parcours vendéen de cette scène itinérante. La Folle Journée, ce ne sont pas que des artistes nationaux ou internationaux, ce sont aussi des locaux qui se produisent à Challans. Ce sont les professeurs de musique de la ville qui ont donné rendez-vous aux habitants. Image ici de samedi après-midi, c'était au théâtre Le Marais à Challans. Donc, un programme plutôt éclectique était proposé avec aussi bien du Jean-Pierre Madère que du Dvorak. C'était assez incroyable de se dire qu'on allait jouer aux Folles Journées avec les démons de minuit, avec Macumba et avec tenue de soirée. Voilà, c'était sur le papier, ça marche pas du tout quoi. Et en fait, la thématique s'y prêtait. C'est important en tant juste que musicien chalandais, prof chalandais, de se produire devant un public chalandais aussi. Dans ce cadre-là, en fait, ça permet de faire découvrir chacun nos instruments en fait, et puis peut-être d'attirer des nouvelles personnes à s'inscrire justement à la Maison des Arts de Challans. Et si le festival de la Folle Journée n'est pas terminé, ces concerts délocalisés dans les 5 départements, eux, le sont quasiment. Il restera une journée sur l'Île-Dieu, ce sera début mai. Mais un premier bilan a donc d'ores et déjà été tiré hier avec une présence du fondateur et organisateur de la Folle Journée, René Martin, à Fontenay-le-Comte, dont vous voyez ici quelques images de concerts. Un petit peu plus de 52 000 billets ont été vendus sur l'ensemble de la région. Dans le département de la Vendée, les concerts ont un succès énorme. Que nous soyons à Fontenay-le-Comte, que nous soyons au Sables-d'Olonne, à Challans, à La Roche-sur-Yon, on atteint des chiffres très impressionnants. Je sais que les Sables-d'Olonne, on est à 75% de taux de remplissage. Nous sommes à 95% de taux de remplissage à La Roche-sur-Yon. Ici, on a une augmentation aussi très importante. Donc, non, le phénomène Folle Journée plaît plus que jamais.
Quelques images à présent de Christelle Morancet. Un petit mot d'économie, puisque la présidente des Pays de la Loire était à Saint-Jean-de-Mont vendredi, au siège de la Micaline. Une visite qui était en fait une étape dans une tournée qu'elle a entamée pour parler de la crise énergétique avec quelques entreprises industrielles de la région. L'idée est de voir notamment quels sont les chantiers lancés par ces usines pour essayer de réduire leurs dépenses énergétiques. L'objectif de ces rencontres avec les industriels, c'est d'abord d'échanger avec eux sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans le contexte actuel. Je pense notamment aux difficultés de recrutement, difficultés énergétiques, difficultés d'approvisionnement, et puis essayer de se projeter sur du moyen long terme, parce que depuis la crise Covid, on a plutôt réagi dans l'urgence, et je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir se projeter sur du moyen et long terme et construire ensemble la région des Pays de la Loire de demain. Et je pense que l'enjeu collectif du public et du privé est pour moi essentiel. Et le reportage complet de cette visite au siège de la Micaline à Saint-Jean-de-Mont est à retrouver sur tvvendée.fr. C'est un gros coup de main que les enfants de Rive-de-Lyon ont donné en fin de semaine dernière. Ils sont venus aider les fédérations départementales de la pêche et de la chasse pour créer de toutes pièces une haie bocagère. Les plantations ne se sont pas faites n'importe où. Les arbres ont été alignés le long du tout nouveau bras de contournement de la chaussée de Rassouillet, un chantier de 6 mois pour permettre aux poissons de contourner le barrage avoisinant. Grégoire de Châtillon. 1 millier d'arbres plantés en quelques heures sur 500 mètres de longueur. Des arbres plantés sur ces talus issus du creusement du bras de contournement de la rivière. Une opération menée avec les habitants de la commune, comme les agriculteurs, les pêcheurs, les chasseurs, ainsi qu'une 60aine d'élèves. Nous sommes à la chaussée de Rassouillet à Chaillé, sous les Ormeaux, commune déléguée de Rive-de-Lyon. Le contournement de la rivière, réalisé l'été dernier, permet désormais aux poissons de contourner le barrage et ainsi remonter Lyon. Une bonne nouvelle pour les anguilles et les brochets, mais aussi pour les pêcheurs. Grâce à l'aménagement qu'on a réalisé, les pêcheurs vont pouvoir continuer à pêcher. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que les gens localement qui vivent ici vont pouvoir profiter de cette belle rivière de nouveau et pratiquer la pêche. Sur un peu de terre. Avec ces plantations, l'objectif est d'en faire une haie bocagère, utile à bien des égards. C'est important parce que la haie, on nous a appris qu'ils avaient creusé pour les poissons parce qu'ils ne pouvaient pas passer par le pont. Du coup, et quand il pleuvait, il y avait la boue qui pouvait descendre pour boucher le passage des poissons. Donc c'est pour ça qu'on fait une haie pour empêcher la boue de passer. On a mis des talus à proximité, tout en bas de la pente, ce qui permet de retenir l'eau, de l'épurer. Donc il va y avoir une meilleure qualité de l'eau derrière pour Lyon qui coule à proximité. Ça va permettre également d'avoir un petit peu d'ombrage, donc ce qui est bénéfique si on met des animaux, si les gens veulent se poser bien sûr. Donc là c'est plus pour le contexte convivial. Et il y a tout l'aspect biodiversité derrière d'une haie qui permet d'accueillir des insectes, une végétation diversifiée. Une action environnementale qui rime ici avec continuité écologique, initiative locale et amélioration de nos paysages. Une page sport à présent avec la fin d'un week-end de festivités pour le club de handball de Montaigu-Vendée. Un match de gala qui était organisé samedi soir entre 2 équipes professionnelles de D1, à savoir Pays d'Aix et Cesson-Rennes. Les spectateurs ont eu droit à un match de très haut niveau. Alexandre Lenaour va nous en reparler dans quelques instants avec le journal des sports. Une victoire au final du Pays d'Aix de 27-25. Ils ont eu ensuite, les spectateurs, la possibilité de rencontrer les joueurs professionnels. Bref, une réussite pour le club Montaigu-Vendée Handball. Sur le plan sportif, c'est exceptionnel d'accueillir des équipes de ce niveau dans un club amateur comme le nôtre. C'est quelque chose qui est vraiment une belle réussite, surtout que le niveau de jeu était là, que ce soit avec Angers hier ou que ce soit avec Cesson aujourd'hui. Le POC a répondu présent, 500 personnes sur les 2 soirs, quasiment guichet complet. Donc vraiment oui, une très très belle réussite qui encore une fois s'accompagne d'un temps de bénévoles avec vraiment un enjeu qui était la convivialité, la bonne humeur et une ambiance de feu, quoi. Du basket aussi, avec le derby ligérien qui était à suivre hier soir en direct sur TV Vendée. Un match La Roche-sur-Yon-Angers tendu avec 75 partout à 4 minutes de la fin. Au final, les Lyonnaises se sont inclinées 82-85, ce qui n'empêche pas le RVBC de rester 5e du classement.
Ils marquent 85 points sur ce match-là. Ils sortent vraiment un gros match. Donc voilà, je pense que la victoire elle leur revient et c'est tout à fait normal. Tu vois, sur l'ensemble du match, je pense qu'ils la méritent. Donc, et puis nous après, oui, je pense que c'est notre première mi-temps qui nous met dedans. Mais ces options tactiques ont fait du bien aussi à sa défense et nous ont perturbés. Donc bon, c'est dommage parce qu'à la maison, on avait à cœur de briller puis tu vois d'enchaîner. Bon, c'est un petit coup d'arrêt, c'est comme ça. Et on enchaîne pour terminer avec ces quelques images de rugby. Les joueurs de La Roche-sur-Yon, premiers au classement avec 12 victoires en 12 matchs, se sont logiquement imposés face aux joueurs du Mans, lanterne rouge du championnat. Après une première mi-temps avec 4 essais pour les Lyonnais, puis 5 autres en deuxième période, et bien le match se conclut sur le score de 59-12 et donc une large victoire pour le FCY. Voilà pour l'actualité du jour. On les complète comme d'habitude avec les prévisions météo détaillées de ce lundi et nous avons eu droit à un réveil par -1 voire -2 degrés dans tout le quart sud-est de la Vendée, -2 à Fontenay-le-Comte, -1 à Luçon, la Châtaigneraie ou encore La Roche-sur-Yon. Sur la côte du nord au sud, et bien de 1 à -1, là encore, 0 dans le bocage et des nuages pour tout le monde. Ça, c'est le programme de toute la journée, accompagné de fines pluies dans le nord et peut-être quelques éclaircies dans le sud. C'est la fin de ce flash. Nous allons donc maintenant retrouver le récap des rencontres sportives du week-end avec le journal des sports d'Alexandre Lenaour. Bonjour Alexandre, ça va ? Bonjour Caroline, ça va bien et vous ? Moi ça va, j'en suis à 3 cafés, on est en forme, ça y est c'est lundi matin. On va entamer le journal des sports et on va commencer en parlant de basket, de la Ligue féminine. Tiens, on en a parlé un petit peu dans le journal, c'était la 11e journée, c'était sur TV Vendée évidemment et c'était La Roche-sur-Yon-Angers. Et c'était un derby ligérien, effectivement 18h15, j'espère que vous étiez devant votre poste sur TV Vendée pour cette dernière journée de la phase allée de LFB. La Roche en blanc qui part bien dans ce premier quart, les Lyonnaises mènent après 10 minutes de jeu, le deuxième quart est plus délicat, les Tigresses subissent davantage. Les Angevines refont leur retard et distance les Vendéennes, emmenées par Bailey et Cornélie. Les visiteuses réalisent 2 séquences à 7 points marquées consécutivement avant la mi-temps et à la pause le RVBC derrière à la marque 37-42. Le retour sur les parquets est meilleur côté lyonnais, le RVBC pointe à +3 mais les Angevines avec de la ressource terminent mieux, 64-69 à la fin du troisième quart. Les Lyonnaises courent de nouveau après le score mais reviennent encore, 75 partout, 4 minutes à jouer mais rien n'y fait. Angers veut son match et remet les Tigresses à distance. Défaite des Lyonnaises 82-85, le RVBC reste tout de même 5e au classement. Après le match, Aurélien Huard est descendu sur le terrain pour recueillir les mots du coach Manu Body. C'est dommage parce qu'à la maison, on avait à cœur de briller puis tu vois d'enchaîner. Bon, c'est un petit coup d'arrêt, c'est comme ça. Je pense qu'on a été un petit cran en dessous des dernières prestations. Donc voilà, il y avait une équipe qui, je pense, avait un petit peu plus envie. Ça montre que t'as pas de petite équipe en LFB, tu vois. Angers était sur un truc, elles avaient du mal à avoir un petit exploit ou une petite victoire. Et là, voilà, prouve ce soir que tu vois, elles ont leur place là et qu'elles sont bien là, quoi. Voilà, on retienne la leçon de ne pas se désorganiser comme ça, notamment sur la première mi-temps. C'est ça qui est dommage. Parce qu'on sort un peu de notre match. En deuxième mi-temps, on revient avec des bonnes intentions, mais la première mi-temps, elle est juste pas possible. Décidément, il sait tout faire, cet Aurélien Huard. Les commentaires de match, les interviews, il est partout. On va rester sur le parquet, on va rester avec les filles d'ailleurs, mais de la Nationale 3 féminine cette fois-ci. Toujours en basket, 14e journée, on retrouve le Smash qui recevait Chantonnay-Saint-Germain. Et oui, je vous propose de partir du côté de l'Herbergement, puisque c'est là où se tenait ce deuxième derby, avec le Smash, maillot orange et Chantonnay-Saint-Germain. Vous allez le voir, couleur bleu marine. Un public venu en nombre assister au derby, qui était d'ailleurs émaillé à la mi-temps du show des Barjots Dunker. Meilleur départ dans ce match, il est pour Chantonnay, mais c'est bien le Smash qui est devant à la pause d'une petite longueur, 27-26. Deuxième période plus délicate pour les locales, bousculées par la défense compacte du CSG Basket. Plus dangereuse, les visiteuses règlent la mire, ajustent et enchaînent +6 à l'entame du dernier quart. Avant 10 dernières minutes, il faut le dire, à sens unique, Chantonnay-Saint-Germain rentre 25 points et s'assure un succès confortable. Victoire donc du CSG Basket 70-54 sur le parquet du Smash. La réaction de l'entraîneur vainqueur du jour, Quentin Tumoine, avec Sandrine Pelletier. On est très content parce qu'on a une très bonne cohérence collective défensive surtout. On était très bien en place en défense, ce qui nous a permis de gagner des ballons et nous mettre en confiance derrière en attaque. Ça a été un match très serré du début à la fin. Et on l'a eu au mental, à la confiance. Et on va faire énormément de bien cette victoire. Ce qui fait la différence, je pense qu'on a mis les paniers difficiles, les paniers qui comptent entre guillemets. Donc derrière, on a gagné en confiance. À partir du moment où on a la confiance, on prend nos tirs librement et donc derrière ça nous permet de gagner.
Allez, on retourne en extérieur. On va parler football maintenant, Alexandre, avec de la Nationale 3, 13e journée. La Roche VF qui recevait Laval. Ça se passait samedi soir sur la pelouse du terrain Henri Desgranges. Une pelouse qui a d'ailleurs beaucoup fait parler, un champ de patates, selon les mots du président de la Roche VF, Christophe Chabot. Bon, le décor est planté, et bien maintenant, en attendant, le match aussi, lui, s'est joué. Et on va jouer la 41e minute pour voir l'ouverture du score. Au départ de l'action, c'est Sonny Butreau qui va combiner au milieu de terrain avec, vous le voyez, ce double 1-2 avant d'arriver devant la surface et d'ouvrir son pied droit. 1-0 pour les Vendéens, c'est le score à la pause. Les Mayennais reviennent mieux ensuite en deuxième période avec, on va le voir, un penalty obtenu à l'heure de jeu. Le numéro 9 de Laval s'exécute, mais Hamada sort la frappe et maintient son équipe devant. La Roche VF a les occasions de faire le break, mais sans réussite. Laval va se montrer supérieur athlétiquement et finalement réussir à trouver la faille dans le temps additionnel. Au bout du bout, sur une mauvaise remise dans l'axe, Laval récupère Aristide Mateta, s'arrache et vient égaliser sur le gong. Un partout entre la Roche VF et la réserve. Frédéric Reculot, le coach de la Roche, avec Sandrine Pelletier. On a plus subi en deuxième mi-temps, ce qui a fait que malgré tout on pouvait espérer un peu mieux, parce que Imbat fait ce qu'il faut sur le penalty. Derrière, on a 3 grosses situations qu'on aurait dû scorer. Je pense qu'on a 3 situations, et puis après des éléments, on aurait pu mieux négocier et se proroguer d'autres occasions, ce qu'on n'a pas su faire. Donc, est-ce que c'est par suffisance, est-ce que c'est par fatigue, est-ce que c'est par difficulté au vu du contexte, j'en sais rien, mais ce qui a eu comme conséquence que l'adversaire a pu revenir au score, et ça, c'est le plus embêtant. Bon, en même temps, c'était un champ de patates pour les deux équipes. Mais oui. Tout le monde était au même niveau. Du rugby, à présent, avec de la Fédérale 3, 13e journée, La Roche-sur-Yon qui recevait Le Mans. Et c'était sur ce même terrain, Henri Desgranges, un jour Toujours après. le champ de patates. Exactement. Hier après-midi, des Lyonnais invaincus face à des Manceaux qui n'avaient gagné qu'un seul petit match depuis le début de la saison. Et l'écart de niveau s'est bien vu, il faut le dire. Les Lyonnais ont ouvert rapidement la marque après 3 minutes de jeu. Eddy Vincent vient aplatir et s'est transformé, qui va ensuite amener 2 nouveaux essais à la 11e puis à la 27e avec Léo Thomas. Mais Le Mans va tout de même accrocher dans cette deuxième partie de première mi-temps et ouvrir son compteur à la 28e, on le voit ici avec Dylan Hurtaud à l'image, mais le FCY reste devant à la pause 26-12. Les Vendéens vont ensuite dérouler sans problème. Deuxième essai personnel pour Eddy Vincent au retour des vestiaires. 4 nouveaux ballons aplatis ensuite et la palette de 9 essais inscrits dans ce match pour les Lyonnais. Large victoire du FCY 59-12, 13e victoire en 13 matchs. Prochain rendez-vous, ce sera dans 10 jours pour un tout autre match, celui face au RC Sablé, un derby. Mais avant cela, les mots de l'entraîneur Jérémy Luçon avec Thibaut Grasset. Je pense qu'on a fait 10 premières minutes qui étaient plutôt intéressantes, où quand on avait le ballon c'était pas trop mal. Après on avait fait une composition d'équipe où justement on avait des gros porteurs de balles et on manquait un peu de défenseurs, donc eux dès qu'ils avaient le ballon ils nous mettaient un peu à mal. Et en fait on a eu quelques pénalités je pense qui étaient évitables et qui les laissaient dans le jeu, donc c'était un peu dommageable, mais on va retenir forcément les essais qui sont marqués. On meurt plein de fois près de la ligne et je pense qu'on doit être plus tueur dans ces zones-là, mais on va dire qu'on est plutôt satisfait de la victoire aujourd'hui pour préparer au mieux le derby dans 10 jours. Et nous allons terminer avec ce match, ce week-end de gala d'ailleurs. Tiens, en handball, on en a parlé tout à l'heure dans le journal. Donc, week-end de gala organisé et orchestré par le Montaigu Vendée Handball. Pays d'Aix, Cesson-Rennes, ça c'était le match de samedi. Et oui, puis l'idée de ce gala, Caroline, était dans les cartons depuis longtemps. Il a enfin pu se tenir au programme. 3 clubs invités avec 2 matchs qui se déroulaient au pôle. Maxime Bossis de Montaigu, le PAOC, le Pays d'Aix Université Club pensionnaire de première division accueilli à Angers. Ça c'était vendredi soir. Et puis ici en image, ce même club d'Aix-en-Provence affrontait cette fois Cesson-Rennes, un duel entre 2 équipes de première division. Les sudistes ont bien tenu le match devant à la pause 13-11 et Aix va signer un 2e succès. Bien après s'être imposé contre Angers, il s'impose aussi contre les Bretons. Victoire 27-25, 2 belles affiches à guichet fermé les 2 fois, 500 spectateurs environ. Et puis je vous propose maintenant de retrouver la réaction du coach d'Aix-en-Provence, Thierry Anti qui a profité de ce week-end pour partager son expérience auprès du public et peaufiner les derniers réglages de son équipe. On l'écoute avec Thibaut Grasset. Je crois que c'était bien parce que nous on est en fin de préparation, on a une équipe où il y a beaucoup de jeunes aussi parce qu'on a des joueurs qui ont joué les championnats du monde et venir ici c'était un plaisir parce que les gens ont été très accueillants et c'est toujours intéressant de voir comment on peut aussi développer le handball ici parce que c'est un territoire où il y a beaucoup de jeunes et voilà, il faut aussi savoir redonner au monde amateur et puis le milieu de l'entreprise, oui, parce que c'est toujours intéressant de non pas donner des leçons parce qu'on n'a pas de leçons à donner, mais d'essayer de raconter son parcours. Et il y a beaucoup de similitudes parfois entre le coaching d'une équipe professionnelle et quand il faut manager aussi une entreprise.
Un week-end dans Montaigu va se souvenir longtemps. Du football, tiens, ce soir dans 85 chrono, Alexandre. Et oui, en plus de toutes les images et les autres résultats du week-end, Aurélien Huard reçoit le club de La Roche-VF avec notamment son entraîneur Frédéric Reculot. À suivre donc à 18h45 en direct. Sur TV Vendée, Aurélien qui a donc délaissé les parquets du basket pour parler football sur le plateau de TV Vendée. Merci à vous, Alexandre. On va passer, nous concernant maintenant, au jeu de la matinale. Ouh là là, moins d'une minute pour vous demander quelle commune est candidate à une halte ferroviaire sur son territoire sur la ligne Nantes-La Rochelle. On se retrouvera demain pour écouter de nouveau la question. Indice du jour, 2333 habitants au dernier pointage. À la clé, ce très beau coffret de Cavac, mojettes, lentilles et miel de Vendée pour un gagnant parmi vous tiré au sort vendredi après-midi. C'est la fin de cette matinale. Rendez-vous demain dès 7h avec le café chaud. Nous, on sera là. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.